Alors, dans cette vidéo, j'entre dans une deuxième partie qui est consacrée aux règles d'urbanisme applicables sur l'ensemble du territoire. Je suis, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, le plan du Code de l'urbanisme qui a été reconstruit il y a une dizaine d'années avec un souci de cohérence, donc autant ne pas se priver de cette cohérence. Et il y a dans ce Code de l'urbanisme un titre premier du livre 1 qui est consacré à intitulé La réglementation de l'urbanisme. Ce titre est divisé en 5 chapitres. Le règlement national d'urbanisme, qui va faire l'objet des développements qui viennent, les servitudes d'urbanisme, les espaces protégés, un chapitre intitulé Études de sécurité publique, et enfin un chapitre 5 intitulé Règles applicables à certaines cessions et locations. Euh, alors, je vois dans le chapitre premier le règlement national d'urbanisme. Le Code de l'urbanisme comprend dans le livre premier, consacré à la réglementation de l'urbanisme, un titre premier intitulé Règles applicables sur le territoire à l'ensemble du territoire et un chapitre premier intitulé Règlement national d'urbanisme. Ce, ce- ce règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire, c'est l'article L111-1 qui nous l'indique, mais le même article précise immédiatement que les dispositions des articles L111-3 à L111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un PLU, un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ou une carte communale est entré en vigueur. De même, les dispositions de l'article L111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un PLU, une carte communale ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. D'ailleurs, je note au passage que quand on se réfère à ces articles, on constate que la carte communale n'est pas le document d'urbanisme tenant lieu, puisqu'il est question ici du PLU, un document d'urbanisme en tenant lieu, ou une carte communale. L'article L111-2, donc nous sommes toujours dans la partie législative, renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le règlement national d'urbanisme qu'on trouvera dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, article R111-1 et suivant. Euh, donc, quand on analyse cette partie législative consacrée au règlement national d'urbanisme et la partie réglementaire, on s'aperçoit que des articles sont applicables dans toutes les communes et d'autres ne le sont pas quand la commune est couverte par un PLU ou une carte communale ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Vous voyez, par exemple, l'article R111-1 indique que les règles qui vont suivre un règlement national d'urbanisme s'applique dans toutes les communes, à l'exception de celles figurant aux articles R111-3-5, à R111-19, R111-28, à R111-30. Finalement, seules sont applicables dans toutes les communes les règles figurant aux articles R111-2, R111-4 et R111-20 à R111-27. Alors, il me semble donc que dans ce chapitre, il est bon de distinguer dans un premier point, dans une section 1, les dispositions auxquelles le PLU ne peut pas déroger. Je viens de voir que c'était précisé. Et puis dans une section 2, les dispositions auxquelles le PLU peut déroger. Section 1, donc dispositions auxquelles le PLU ne peut pas déroger. L'article L111-2 n'est pas visé par l'article L111-1 parmi les dispositions du règlement auxquelles le PLU peut déroger. Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État qui précise les dispositions du règlement national et prévoit les conditions dans lesquelles les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. Alors, donc, je vais voir les unes après les autres les dispositions auxquelles le PLU ne peut pas déroger. Première disposition, l'exigence que le terrain soit desservi par les réseaux. Pour qu'un terrain soit constructible, il faut qu'il soit desservi par les réseaux. Si tel n'est pas le cas, le maire doit refuser le permis de construire. Et il a intérêt à le faire, je vais vous dire pourquoi. Cette règle, donc, est inscrite à l'article L111-11 du Code de l'urbanisme. Voilà ce que dit cet article. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction,
ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, donc il y a trois réseaux qui sont visés, eau, assainissement, électricité, sont nécessaires pour assurer la desserte du projet. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics ces travaux doivent être exécutés. Voilà, puis la suite, c'est pas la peine. Donc, eh bien, donc le permis doit être refusé, ne peut être accordé. Alors, plusieurs précisions ont été apportées sur l'application de cet article. Tout d'abord, un exemple, le pétitionnaire, celui qui demande une autorisation d'urbanisme, doit avoir accès aux avis des gestionnaires de réseau indiquant que sa propriété n'est pas desservie. Vous voyez, le maire est saisi d'une demande de permis de construire. Il doit s'assurer que le terrain est desservi par le réseau d'eau, d'assainissement électrique, mais il doit demander l'avis des gestionnaires du réseau. Soit, il est dit, hein, ça peut être service peut avoir été confié à un syndicat de communes, un syndicat mixte, ou à un concessionnaire. La commune ou l'intercommunalité peut avoir délégué l'eau ou l'assainissement à une entreprise. Donc il faut que le maire sollicite l'avis de ce gestionnaire qui va lui dire si le terrain est desservi ou pas. Et exemple, cour administrative d'appel de Lyon, 24 octobre 2023, c'est la requête numéro 21 LY 01 567. Dans cette affaire, le maire de Lafray, dans l'Isère, avait délivré un certificat d'urbanisme négatif, c'est-à-dire qu'il indique que le terrain ne peut pas être constructible, n'est pas constructible, et il a fondé sa décision négative sur l'article 111-11, en soutenant que le terrain n'était pas desservi par l'électricité et l'eau potable. Mais le maire indique se fonder sur l'avis des gestionnaires, mais il ne fournit pas, il ne communique pas cet avis aux pétitionnaires. Eh bien, dès lors que cette communication n'a pas eu lieu, ce refus, cette décision négative n'est pas fondée. D'autant plus qu'il apparaît que, s'agissant de la desserte en électricité, l'avis du gestionnaire indique que le raccordement au réseau de distribution d'électricité pourra se réaliser avec un simple branchement, donc pas de problème. Et puis par ailleurs, et même chose pour le réseau d'eau. En matière de réseau, plusieurs zonages interviennent. Vous voyez, par exemple, la collectivité gestionnaire du service d'assainissement, toutes les intercommunalités à partir du 1er janvier 2026, ce transfert est contesté pour les communautés de communes. Donc, la collectivité doit déterminer les zones couvertes par l'assainissement collectif. Donc, dans cette situation, quand le terrain est situé dans une zone desservie par le réseau d'assainissement collectif, eh bien, le propriétaire, celui qui demande un permis de construire, devra se raccorder à ce réseau. D'ailleurs, la commune pourra lui imposer une participation pour l'économie qu'il a faite en n'ayant pas l'obligation de se doter d'une installation d'assainissement audiovisuel, puisqu'il y a un réseau collectif. Et puis, donc, les terrains qui sont les espaces de la commune qui ne sont pas couverts par le réseau d'assainissement collectif, et donc qui sont des zones d'assainissement non collectif, ce qui veut dire que celui qui veut construire devra se doter d'une installation d'assainissement individuel, qui va renchérir le coût du projet. L'article L2224-19 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit donc cette délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif, donne des critères qui doivent guider la collectivité quand elle fixe, quand elle détermine ce qui relève de l'assainissement collectif et ce qui relève de l'assainissement collectif. Concentration de la population et des activités économiques productrices d'eau usée, charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif. Voilà ce qui doit guider la collectivité quand elle détermine les zones d'assainissement collectif et non collectif.
Une affaire originale récente, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 15 juin 2023. 15 juin 2023, numéro 21 LY 01 419. Dans cette affaire, la Cour administrative juge que si la maison n'est pas située dans la zone couverte par l'assainissement collectif, la commune ne peut pas lui réclamer au pétitionnaire la participation pour raccordement au réseau collectif. Dans cette affaire, le terrain était en zone d'assainissement non collectif, mais le propriétaire avait obtenu de son voisin la possibilité de se raccorder à son installation d'assainissement pour ensuite accéder à l'assainissement collectif. Prenant acte de cette situation, qui est assez rare, je pense, la commune demande, c'est la commune du Cantal Saint-Étienne de Chaumeil, exige du constructeur qu'il paye la participation pour non-réalisation d'une installation d'assainissement individuel. C'est le coût, c'est quand on se raccorde au réseau collectif, c'est une participation qui correspond, comme je le disais à l'instant, à l'économie réalisée en n'ayant pas l'obligation de se doter d'une installation d'assainissement individuel. Et bien dans cet arrêt, la Cour administrative juge qu'à partir du moment où le terrain n'est pas situé en zone d'assainissement collectif, la commune ne peut pas demander au propriétaire cette participation, même si de fait, il s'est raccordé au réseau d'assainissement collectif. Autre précision apportée par cet article, mais qui figure dans l'article que je vous ai dicté, il est question l'article utilise le terme définitivement. Le maire, c'est l'article L111-12, article L111-12, pardon, qui indique qu'un bâtiment ne peut être raccordé définitivement au réseau s'il n'a pas été régulièrement autorisé. Là encore, sont visés non pas l'eau, l'électricité, le gaz, mais également le téléphone. Donc, vous comprenez, si un propriétaire n'a pas construit régulièrement sa construction, demander le permis s'il était nécessaire, la non-opposition si c'était une non-opposition, eh bien, le maire doit s'opposer au raccordement définitif du projet aux différents réseaux. Le Conseil d'État a rappelé dans un arrêt du 11 juin 2014, numéro 361 074, que l'objet de cet article est d'éviter que la collectivité publique ne soit contrainte d'entreprendre des travaux importants du fait de la seule initiative d'un propriétaire. Un propriétaire irrégulièrement construit une maison, puis après il se retourne vers le gestionnaire du réseau, la commune, pour lui dire je vous demande de me raccorder maintenant. Eh bien non, il n'y a pas. Le maire doit s'opposer au raccordement définitif au réseau dans une telle situation. Alors, le maire a intérêt à refuser le permis parce que le maire a intérêt à refuser le permis parce que s'il refuse, s'il accorde le permis, alors que le terrain n'est pas desservi par les réseaux, et bien ensuite, le pétitionnaire pourra demander ce raccordement. Vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 9 novembre 2015. Conseil d'État 9 novembre 2015, numéro 380 299. C'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Donc, dans cette affaire, un particulier acquiert un terrain dans une commune du Nord ou du Pas-de-Calais, à Vennes-le-Sec, et le préfet lui a délivré un certificat d'urbanisme positif, c'est-à-dire lui indiquant que son terrain était constructible. Le préfet a délivré cette décision favorable après s'être assuré auprès du maire que le terrain était bien desservi par les réseaux. Le particulier a ensuite obtenu un permis de construire. Mais il a dû entreprendre des travaux de raccordement au réseau public. Donc le maire
le préfet qui était compétent ici. Pourquoi le préfet était-il compétent? Parce que la commune n'a pas de document d'urbanisme. Par conséquent, le préfet aurait dû délivrer un certificat négatif en se fondant sur l'article L111-11 que j'ai vu il y a 2 minutes, en vertu duquel il doit refuser le permis si le projet n'est pas desservi par les réseaux et n'est pas en mesure de dire quand il le sera. Donc ici, le préfet, et puis ensuite, a délivré un certificat d'urbanisme positif, puis ensuite a délivré un permis de construire, et il a dû pourtant entreprendre des travaux de raccordement. Il dit, ben, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Il en demande donc réparation à l'État du coût de ce raccordement, car il impute ce coût de raccordement aux renseignements inexacts qui lui ont été donnés. Eh bien, le Conseil d'État juge qu'il y a eu une faute, effectivement, dans l'instruction du certificat d'urbanisme, puis ensuite du permis de construire. Le maire aurait dû refuser le permis, le maire ou le préfet, parce que la commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, donc le maire accorde le permis au nom de l'État, et s'il y a désaccord avec le service d'instruction, c'est le préfet qui prend la décision. Donc, si le maire a à tort accordé le permis alors que le terrain n'était pas raccordé au réseau, il devait, il aurait dû donc refuser le permis. Et à partir du moment où il ne l'a pas refusé, eh bien, la responsabilité de l'État est engagée pour renseignement inexact. Dans cette affaire, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée parce que la commune d'Avel-le-Sec n'a pas de document d'urbanisme. Donc, les autorisations d'urbanisme sont délivrées par le maire au nom de l'État. C'est pour ça que le certificat d'urbanisme, d'ailleurs, avait été délivré par le préfet. La solution serait la même si la commune était dotée d'un PLU. Cette fois, le permis est délivré au nom de la commune. Donc, si la commune délivre un permis de construire, le maire délivre un permis de construire, alors qu'elle aurait dû le refuser parce que le terrain n'était pas desservi par les réseaux, eh bien, elle engage sa responsabilité pour. Et puis, par ailleurs, le propriétaire, celui qui a réalisé une construction sur le fondement d'un permis qui lui a été accordé, pourra demander le raccordement. Vous ne m'avez pas dit que ma construction, mon terrain n'était pas desservi par les réseaux, et au contraire, vous m'avez délivré le permis, ce qui implique que selon vous, maire, le terrain était desservi par les réseaux, puisque vous auriez dû me le refuser s'il n'avait pas été desservi par les réseaux. Et donc, une fois que le permis a été obtenu, le propriétaire pourra demander le raccordement. Alors, ce que dit l'article L111-12 sur le raccordement à la construction indique qu'il faut distinguer le raccordement définitif. Il est indiqué que le maire doit s'opposer au raccordement définitif de la construction si celle-ci n'a pas été régulièrement autorisée. Ce qui veut dire que le raccordement provisoire est possible. Alors, c'est fréquemment, cet article L111-12 donne lieu fréquemment à des différends entre les services d'instruction, des demandes de permis, et, les gens du voyage qui veulent s'installer quelques semaines, quelques mois sur un terrain, et puis partir ailleurs, revenir, etc. Et vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 23 novembre 2022, Conseil d'État 23 novembre 2022, numéro 459 043, mentionné dans les tables du recueil Le Bon. C'est une personne qui est gens du voyage, qui fait partie de la communauté des gens du voyage, qui a demandé à la société le raccordement au réseau électrique, à la société ERDF, le raccordement au réseau électrique pour la période allant du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2015, sur un terrain qui lui appartient, à Esbly, en Seine-et-Marne, pour y installer une caravane. Le maire s'est opposé à ce raccordement parce au motif que pour lui, le raccordement n'est pas est définitif et non pas provisoire. Vous voyez, en vertu de l'article 111-12, le maire peut s'opposer au raccordement définitif, il ne peut pas s'opposer au raccordement provisoire. Donc, le pétitionnaire dit, ben non, mais ce n'est pas un raccordement définitif puisque je m'installe seulement un an. Ce n'est pas définitif. Et eh bien, le Conseil d'État, dans cet arrêt de 2022, donne raison
le Conseil d'État donne raison au maire. Euh, le raccordement définitif, c'est un raccordement qui n'a pas une date de fin certaine. C'était le cas ici. Le pétitionnaire dit, voilà, je me raccorde pour un an, puis après je vais partir, puis je reviendrai. Eh bien, même si l'occupation est intermittente, c'est un raccordement définitif. Cet arrêt de 2022 clarifie une jurisprudence du Conseil d'État parce qu'auparavant, le Conseil d'État jugeait ou décidait ou affirmait, c'est le cas par exemple dans un avis du 7 juillet 2024, l'avis numéro 266 478, eh bien, le Conseil d'État considérait que quand la caravane était toujours mobile, il y avait toujours les roues, eh bien, elle n'était pas soumise aux règles du code, aux règles comprises à l'article L111-12. En revanche, si elle était privée de mobilité, elle devait être considérée comme une maison. Eh bien, du fait de cet arrêt du Conseil d'État du 23 novembre 2022, il faut abandonner cette distinction entre mobilité et absence de mobilité. Dès lors que la résidence n'a pas de terme définitif, c'est un raccordement, n'a pas de terme certain, c'est un raccordement définitif. Je suis là 3 mois dans l'année, mais je serai là à nouveau 3 mois dans l'année suivante et l'année d'après. C'est un raccordement définitif. Le maire doit s'y opposer si la construction n'a pas été régulière. Et souvent, la personne s'installe dans un terrain qui n'est pas constructible, par exemple parce qu'il est dans une zone naturelle. Autre précision, je disais, en vertu de l'article L111-12, le maire ne peut pas s'opposer au raccordement s'il est provisoire. Eh bien, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 12 décembre 2003, numéro 257 794, que le maire ne peut pas s'opposer au raccordement provisoire, même si l'occupation présente un risque. Euh, Là encore, c'est un raccordement de caravane. Autre précision qui est apportée par un arrêt du Conseil d'État du 13 janvier 2017, numéro 392 638, le maire peut s'opposer au raccordement définitif parce que la construction est irrégulière, même si l'infraction est prescrite. Je verrai plus loin qu'il est possible de poursuivre pénalement celui qui construit irrégulièrement. Bah, même si au point de vue du pénal, l'infraction consistant à avoir construit sans respecter les règles d'urbanisme est prescrite, cela n'empêche pas que le maire peut refuser le permis parce que la construction est irrégulière. Paragraphe 2, la définition de la surface de plancher. Voilà ce que dit l'article L111-14. Sous réserve des dispositions de l'article L331-10 du Code de l'urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur, il y a le mur, hein, le nu intérieur du bâtiment. Un décret en Conseil d'État nous indique l'article L111-14 doit définir les surfaces qui peuvent être déduites. L'article L331-10 qui est évoqué dans cet article, c'est l'article qui définit l'assiette de la taxe d'aménagement, qui est une taxe que payent les constructeurs et qui est calculée sur la surface construite. Cet article L331-10 dispose que la surface de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. En dessous d'1,80 m, ce n'est pas habitable, ce n'est pas compris dans la surface de plancher. Alors, l'article L111-14 annonce un décret qui doit préciser les termes de cet article L111-14 et les déductions possibles de surface. Ce décret a été codifié à l'article R111-22. Donc, l'article commence par rappeler que la surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert. On additionne, hein, s'il y a 3 étages, ben, on multiplie par 3. Mais l'article énumère des surfaces qui doivent être déduites de la surface de plancher. Par exemple, les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs, entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur.
Je rappelle que la surface est calculée au nu intérieur. Les vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs. Bien sûr, les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m. Ce n'est pas habitable. Les surfaces de stationnement. Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation, pour les activités professionnelles. Et puis les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un bâtiment collectif. Les caves sont déduites également de la surface de plancher. Euh, et puis, une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation. Dès lors, donc il faut déduire 10% de la surface, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Ça vise les copropriétés. Alors, je vais voir maintenant dans un paragraphe 3, les exigences environnementales. Donc, paragraphe 3, les exigences environnementales. Alors, la section 3 du Règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire les règles applicables sur l'ensemble du territoire, s'intitule Performance environnementale et énergétique. Voilà ce que dit cet article, L111-17. Nonobstant, c'est-à-dire peu importe, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, contenues dans les plans locaux d'urbanisme, les règlements de lotissement, le permis d'aménager ou de construire, ou la décision prise sur une déclaration préalable, ça vise les travaux de plus faible importance, ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ne peut s'opposer à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la construction elle-même. Alors, l'article L111-16 annonce que la liste des dispositifs, procédés et constructions auxquels le maire ne peut pas s'opposer est fixée par décret. Donc, vous trouverez la liste à l'article R111-23. Qu'est-ce que ça vise? Quels sont les dispositifs d'énergie renouvelable auxquels le maire ne peut pas s'opposer en opposant notamment une règle du PLU? La règle n'est pas opposable, nonobstant. Eh bien, ça vise par exemple les bois, végétaux et matériaux biosourcés, utilisés en façade ou en toiture, vous voyez, une couverture en bois. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de la maison, il ne s'agit pas d'alimenter le quartier. Ben, ça vise par exemple les panneaux photovoltaïques. Troisième élément, les équipements de récupération des eaux de pluie. Ça aussi, c'est une des préoccupations importantes aujourd'hui. Les eaux de pluie coulent vers le réseau d'assainissement parce qu'il y a de plus en plus de sols imperméabilisés. Le réseau d'assainissement, en cas de forte pluie, déborde et ça crée une pollution, notamment des fleuves dans lesquels ils se déversent. C'est le problème de la Seine au moment des Jeux Olympiques. Et donc, c'est bien d'inciter, de permettre aux propriétaires de se doter d'un système de récupération des eaux de pluie. Autre élément, les pompes à chaleur. Les règles du PLU ne peuvent pas s'opposer à l'implantation d'une pompe à chaleur. Donc, vous voyez, cette disposition a pour objet de faire en sorte que le PLU ne puisse pas être invoqué pour s'opposer au développement d'énergie renouvelable. Euh, alors, vous voyez, par exemple, le PLU ne peut pas s'opposer à la pose de panneaux photovoltaïques produisant de l'électricité pour les besoins de l'occupant de l'immeuble. Cela étant, une précision a été apportée, par exemple, dans un arrêt du 4 octobre 2023, 4 octobre 2023, numéro
467 962. Euh, dans cette affaire, le Conseil d'État juge que le maire de Montbonneau-Saint-Martin, c'est dans l'Isère, tout en ne pouvant pas s'opposer à la pose de panneaux photovoltaïques, pouvait exiger qu'ils s'inscrivent dans la pente du toit de la maison existante et non qu'ils soient intégrés dans l'épaisseur de la toiture, comme l'exige le PLU. Contrairement, euh, euh, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, cette prescription du PLU demeure opposable en dépit de l'article L111-26. Si le PLU, je crois que je l'ai mal exprimé, si le PLU précise que les panneaux photovoltaïques euh, soient intégrés dans l'épaisseur de la toiture, eh bien, c'est une prescription que le maire pourra opposer à celui qui demande à poser des panneaux photovoltaïques. Il n'y a pas d'opposition à la pose de panneaux photovoltaïques, ça l'article L111-16, 26 s'y opposerait, mais le maire peut dire comment ils vont s'intégrer à la toiture. Quatrième point, mixité sociale. Quatrième point, mixité sociale. Alors, je vais être assez bref là-dessus parce que ça renvoie à un autre cours. J'ai vu dans les objectifs de la politique d'urbanisme, il y a l'objectif de mixité sociale. J'ai vu ça dans une précédente vidéo. La loi du 7 décembre 2000, la loi du 7 décembre 2000, c'est la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, a obligé les communes de plus de 3500 habitants, 1500 habitants dans l'aire urbaine de Paris, communes de 3500 habitants dans une agglomération de 50 000 habitants, de compter 25% de logements sociaux dans le total de leur résidence principale. L'objectif est d'assurer la mixité sociale. Cette obligation des 25%, 20% dans les communes où la tension est moindre, figure aux articles L302-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Ça figure dans le Code de la construction, mais ça rejaillit sur le Code de l'urbanisme. Voilà ce que dit l'article L111-24. Conformément à l'article L302-9-1-2 du Code de la construction, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L302-9-1, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements doivent être des logements sociaux. Arrêté, qu'est-ce que c'est que cet arrêté qui était visé? Eh bien, quand une commune ne respecte pas ses obligations de construction de logements sociaux, c'est 25%, ou l'objectif qui lui a été fixé, parce que vous comprenez, si la commune part de 2%, on ne peut pas lui demander d'atteindre 25% dans la période triennale qui est la période de décompte. Donc le préfet va dire essayer d'arriver à 10. Eh bien, si la commune n'atteint pas l'objectif, le préfet prend un arrêté de carence. Et il en résulte, nous dit l'article L111-24, eh bien, que 30% des logements devront être, dans un projet immobilier, devront être des logements sociaux. Autre élément, si la commune ne respecte pas ses obligations en matière de construction de logements sociaux, elle va subir un prélèvement financier qui ne peut pas être utilisé normalement pour n'importe quel objet. Il doit permettre de financer la construction de logements. Il y a des communes qui râlent en disant on paye des prélèvements considérables parce qu'elles ne respectent pas l'obligation de 25% de logements sociaux. Et puis, par ailleurs, hein, quand une commune est dans cette situation de carence qui a été constatée par le préfet, eh bien, le préfet, pardon, peut disposer du droit de préemption à la place du maire. Quand un terrain est vendu, la commune peut le préempter pour répondre permettre de mener une opération d'aménagement. Eh bien, le préfet pourra détenir ce droit de préemption, justement pour permettre la construction de logements sociaux et délivrer le permis de construire à la place, euh, à la place de la commune, à la place du maire. Toujours dans cet esprit de mixité sociale, le maire pourra déroger à certaines règles d'urbanisme. C'est l'article, est-ce que j'ai le numéro de l'article? L152-6, dans les communes dans lesquelles la pression démographique est forte. Communes appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants et qui figure sur une liste établie par décret.
eh bien, le maire pourra, dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles du PLU relatives au gabarit et à la densité euh, et aux obligations en matière de création de places de perfectionnement, de stationnement, pardon, pour autoriser la surélévation d'une construction. Il y a des règles de gabarit et de hauteur qui sont dans le PLU. Le maire pourra déroger à ces règles si c'est pour construire des logements sociaux. Et le promoteur peut dire, ah bah tiens, je vais plutôt construire des logements sociaux, ça se commercialise moins bien, mais si je peux construire un étage de plus que ce que prévoit le PLU, eh bien, je vais rentabiliser plus facilement mon opération. Cinquièmement, règles de sécurité. Règles de sécurité. C'est l'article R111-2. Le maire peut refuser le permis ou l'assortir de prescriptions spéciales si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Alors, il s'agit de... Donc le maire peut refuser le permis si le projet lui-même présente un risque de sécurité. Je vous refuse le permis parce que vous voulez construire dans une zone inondable, vous allez être inondé avec des risques de graves, avec de graves conséquences. Mais le maire peut aussi refuser le permis si le projet crée de l'insécurité pour les autres. Si je vous accorde le permis à tel endroit, la maison qui est en dessous va nécessairement être euh, inondée au prochain épisode de pluie. C'est un motif qui peut justifier aussi le refus de permis. Alors, il faut préciser d'ailleurs qu'il y a, d'autres règles, d'autres plans qui permettent de prendre en compte ces motifs de sécurité. Vous voyez, en vertu, par exemple, de la loi Barnier de 95, 2 février de 1995, le préfet peut élaborer un plan de prévention des risques naturels. Si les terrains sont sujets à inondation, à avalanche, à tout risque naturel. Eh bien, et dans ce plan, le préfet va déterminer des zones rouges dans lesquelles il est interdit de construire. Et vous comprenez, si le maire est saisi d'un permis de construire, il va refuser le permis de construire en se fondant sur le plan de prévention des risques naturels. Si le plan n'a pas encore été adopté, il ne peut pas l'opposer au pétitionnaire, mais il peut fonder un refus sur l'article R111-2 en indiquant qu'il a des éléments convaincants sur les travaux de préparation du futur plan de prévention des risques naturels, qui indique qu'à cet endroit, il y a un risque grave lié à un risque naturel. Sixièmement, protection des vestiges archéologiques. Le maire doit refuser le permis ou l'assortir de prescriptions s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. C'est l'article R111-4. Il n'y a pas de... Je ne vais pas développer sur ce point, mais c'est un article auquel il n'est pas possible de déroger. Et dernier point, dans ces articles dans lesquels il n'est pas possible de déroger, la distance entre deux bâtiments sur un même terrain. C'est l'article R111-15. Une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. La prochaine fois, je verrai dans une section 2 les dispositions auxquelles le PLU peut déroger.